Mobilité TV, une table ronde sur l'allègement des voitures autour de Marc Charlet, Moveo, de Jean-Claude Leflour, Renault, expert leader en matériaux et procédés, de Jean-Pierre Mattei, le directeur général de DJP, et de Jacques Renard, directeur de recherche à l'École des Mines. La question c'est comment peut-on encore, doit-on encore alléger les voitures? Si oui, comment? La problématique est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Moi j'étais persuadé que petit à petit on allait faire des voitures de plus en plus légères par rapport aux chars d'assaut que conduisaient nos parents. C'est pas tout à fait ça. Alors c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'allègement? Parce que l'allègement c'est un enjeu essentiel aujourd'hui pour réduire l'empreinte environnementale des véhicules et du coup les émissions de CO2. Donc on parle d'allègement parce que les véhicules ont eu tendance à prendre du poids ou à maintenir une certaine embonpoint parce qu'on a ajouté de la sécurité, parce qu'on a ajouté du confort, parce qu'on a mis plein de choses dans nos véhicules qui font que la masse est toujours présente. Mais on travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur la réduction de ce poids, puisque malgré cet embonpoint, ces nouveaux systèmes de confort et de sécurité, on a quand même réussi à maintenir une certaine... Petit à petit. Petit à petit, voilà. C'est de l'ordre de, allez, chez Renault, vous arrivez à faire maigrir les voitures de combien de kilos par an, à peu près? De 0,5% en gros, par an. Oui, pas plus que ça. Non, par an. Donc entre deux modèles qui sortent à 5 ou 6 ans d'écart, oui, ça fait quelques pourcents. Oui. Ouais. Quelques pourcents. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas alléger les voitures plus efficacement? Parce qu'il y a sans arrêt une compétition, comme vient de l'expliquer M. Charlet, entre ce qu'on veut mettre en plus de fonctions, d'une part, et nos possibilités d'allègement. Donc les voitures ont eu tendance au cours de ces dernières années et continuent à s'alourdir à cause d'enrichissement notamment, à cause de réglementations diverses et variées qui deviennent plus contraignantes. Exemple, la sécurité qui nous force à mettre des renforts. Et donc, quelque part, il y a une compétition sans arrêt qui est loin d'être gagnée par les concepteurs entre l'alourdissement d'un côté et l'allègement souhaité de l'autre. Mais si vous demandez à Jean-Pierre Mattei, chez DJP, il va vous sortir une gamme de produits tonitruants qui vont faire que la voiture demain sera... Oui, sans problème. Bon, sauf qu'après, il y a un problème économique aussi. Ah non, bon. Les composites, c'est quand même relativement cher. Les matériaux en eux-mêmes sont chers. Il faut savoir qu'une pièce composite, le coût des matériaux, c'est de l'ordre de 30%, alors que sur les pièces métalliques, c'est peut-être de 5 à 10%, pas plus. Voilà, donc on a un coût qui est quand même relativement important au niveau d'une part du matériau et ensuite de la mise en œuvre. Mais vous avez une capacité d'innovation étonnante. Il paraît qu'on fait même des voitures avec... On a des moyens de plus en plus performants. Des matériaux de plus en plus étonnants. Des matériaux de plus en plus performants, de plus en plus variés aussi. On a des procédés, en tout cas chez DJP, de tressage 3D interlock qui donnent de la ténacité aux structures, donc qui apportent des perfos supplémentaires. Sauf que quand même, au départ, sur la mise en œuvre de ces matériaux-là, c'est lourd. Alors après, derrière, oui, évidemment, il faut travailler. On sait qu'on a ce problème de matériaux. Après, derrière, c'est le process qui doit suppléer, en fait, à ces coûts de production. L'aéronautique y arrive, mais pourquoi est-ce que l'automobile a tant de mal à vous suivre? L'aéronautique n'y arrive pas comme ça. Non, l'aéronautique, elle est comme l'automobile. C'est des matériaux qui coûtent cher aussi. C'est aussi, on a en plus dans l'aéronautique, puisque nous, on travaille à moitié pour l'aéronautique, à moitié pour l'automobile. On a en plus des problèmes de qualité que l'on doit tenir, qui sont beaucoup plus stricts dans l'aéronautique, et donc qui nécessitent des contrôles qui sont beaucoup plus importants. Un coût d'une pièce composite contrôle, la partie contrôle, c'est de l'ordre de 20%. Sur le prix de la pièce. Donc, vous voyez, c'est quand même autre chose. Jacques Renard, comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce genre d'équation? Je ne dis pas ça parce que vous êtes l'École des Mines, mais... Oui, on aime les équations, l'École des Mines, vous avez raison, oui. Non, effectivement, je vais répondre à la question, mais c'est vrai qu'il y a des points communs entre l'automobile et l'aéronautique, et il y a des mots-clés comme ça. Il se trouve que l'allègement, c'est vraiment un des points communs entre, par exemple, le pôle Moveo et le pôle aéronautique Île-de-France, qui est Astec. Non, l'aéronautique qui ne s'est pas mis aussi rapidement à l'allègement est vraiment maintenant très concerné par l'allègement.
Alors pour répondre à la question, c'est effectivement un problème de matériaux. Alors je crois que M. Le Flour pourrait nous parler des matériaux métalliques et de tout, de tous les améliorations qu'il y a eu sur ces matériaux, notamment en gain de poids. Les composites, effectivement, sont des bons candidats, mais à un moment donné, la voiture tout composite, par exemple, je pense que c'est peut-être bien pour les salons, mais si c'est inenvisageable au niveau du prix, comme l'a dit Jean-Pierre Mattei, peut-être même que techniquement, ça n'est pas envisageable. Je vais demander quand même au passage à Monsieur Le Flour, une tôle d'acier, c'est beaucoup plus cher que l'équivalent aluminium, par exemple? Ah non, c'est dans l'autre sens. La tôle aluminium est 2 à 3 fois plus cher que la tôle d'acier. L'aluminium est beaucoup plus cher. Oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire la mise en œuvre, comme ça a été souligné pour les composites, la mise en œuvre de l'aluminium aussi, on est en train de s'y mettre, on est en train d'apprendre, mais on n'a pas le même recul de X dizaines d'années. Mais c'est moins lourd. C'est moins lourd. Un capot alu. Oui, il y a en densité dans les matériaux, il y a un rapport 3. Et on ne retrouve pas tout à fait ce rapport sur les pièces parce qu'il faut les dimensionner après en mécanique, donc le rapport n'est pas tout à fait le même. Mais on peut espérer gagner effectivement avec l'introduction de l'aluminium sur une fonction donnée environ 20%. Mais ça coûte cher. Même chose par exemple pour le verre automobile. Pour le moment, il est lourd, il est épais. Est-ce qu'il peut demain être moins lourd, moins épais ? Mais alors, pas forcément moins cher. Moins épais, oui. On est en train de travailler effectivement pour avoir des vitrages moins épais. Et puis, à un horizon qui reste à définir, il y a la solution polycarbonate qui va peut-être voir le jour, qui aujourd'hui n'est pas autorisée sur les pare-brises. Moyennant une amélioration de ses propriétés, on peut imaginer que ça le soit demain. Au passage, il y a quand même un problème, c'est que l'automobile électrique qui est présentée comme la panacée, elle a une batterie et ça pèse le poids d'un âne mort. La voiture électrique a elle aussi besoin d'allègement, puisque qui dit une voiture plus légère dit plus d'autonomie. En effet, il y a une contrainte forte dans le véhicule électrique, c'est le poids des batteries, mais on peut travailler sur tous les autres composants. Bon. Où est-ce qu'on va faire des progrès demain? Je pose la question aussi bien à un fabricant de composites comme M. Mattei qu'à vous, M. Renard. Où est-ce qu'on va faire des progrès demain pour alléger cette bonne vieille automobile à essence? On va faire des progrès. Pour alléger, évidemment, c'est déjà de prendre, de ne pas reproduire une pièce métallique en composite. Ça, déjà, c'est une erreur. On va gagner peut-être un peu en masse, mais c'est pas vraiment la solution. Il faut, dans les composites, intégrer le maximum de pièces pour qu'on puisse gagner en masse, qu'on puisse évaluer, donc avoir un véhicule qui soit un peu plus léger. Bon, c'est pas toujours possible, parce que les structures existent. Ça veut dire aussi qu'il faut probablement reconcevoir un certain nombre de pièces ou d'équipements qui rentrent dans les véhicules. Et on commence à les voir d'ailleurs quand on fait les salons et qu'on regarde les pièces proto qui sont présentées, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'intégration qui se fait. Bon, après derrière, il faut qu'effectivement ça plaise au public et que derrière ça soit utilisable. Voilà, donc la quadrature, on est dans une quadrature du cercle. Oui. Oui, Jacques Renard. En fait, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Pierre Mattei. L'idée maintenant, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit. Voilà, parce qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas le matériau roi qui va sortir et qui va faire qu'on va concevoir la voiture. Alors, mettre le bon matériau au bon endroit, ça veut dire des aciers, des aluminiums, des composites. Mais le problème que ça pose, c'est le raccord de ces matériaux, c'est les jonctions, ce que les industriels appellent les assemblages multimatériaux. Et là, on rentre dans une vraie complexité. Mais c'est vrai qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra alléger en mettant effectivement les matériaux qu'il faut. Mais alors, ça nous confronte à des tas de problèmes techniques. On sait avoir des boulons, des rivets, souder du métal, assembler du composite avec un matériau métallique. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a d'énormes avancées qui ont été faites, mais c'est vrai que techniquement parlant, c'est pas simple. Après, il y a ce qu'attend le consommateur, par exemple pour le siège. On pourrait faire des progrès considérables, on pourrait avoir des sièges très légers, comme les jockeys de course ont des selles plus légères que les selles Hermès du jockey de plaisance. L'aspect siège, c'est effectivement un élément particulièrement important. Beaucoup de travaux en cours sur les structures des sièges.
Parce que sur la partie mousse et habillage, ça dépend ça joue sur le confort d'une part et sur le design d'autre part, donc ça peut être un peu délicat. Par contre, sur les structures des sièges, on est en train d'introduire, comme pour d'autres éléments de la caisse, par exemple, de l'aluminium ou des aciers très haute limite d'élasticité sur la structure des sièges. Et donc, on allège aussi les sièges. Est-ce qu'il y a des éléments de l'automobile où on ne pourra pas agir ? Ça, c'est une colle. Oui, c'est une colle parce qu'on pense pouvoir agir sur tous les éléments. On ne voit pas vraiment de système sur lequel on ne peut pas faire des efforts d'allègement. Et c'est bien l'intérêt de réunir au sein de la filière automobile et mobilité française toutes les compétences pour aider les constructeurs équipementiers à relever ce défi des émissions de CO2 par l'allègement. On peut aussi peut-être agir par des incitations. Il y a des pays où il y a, semble-t-il, un bonus pour les voitures moins lourdes. La Norvège. Il existe un bonus-malus en Norvège. Il y a un bonus-malus sur les émissions de CO2, mais également... sur le poids du véhicule. Sur le poids du véhicule, tout à fait. Et il paraît qu'il y a une note à Matignon qui circule qui donnerait la même idée en France. Tout à fait. France Stratégie, qui est un service du Premier ministre, a émis cette hypothèse pour justement inciter à aller vers des véhicules plus légers. Il y a une concertation entre les constructeurs, les fabricants de matériaux composites, par exemple. On a vraiment dans une filière qui veut avancer dans la bonne direction. On a une filière qui veut avancer dans la bonne direction. La plateforme de la filière automobile a mis en œuvre ce qu'on appelle des besoins d'innovation, donc a mis en ligne une liste de besoins d'innovation, et il en existe une bonne dizaine sur les matériaux et sur l'allègement. Donc la volonté, c'est de fédérer toutes les compétences et les bonnes volontés pour trouver des solutions à coût automobile, comme on le disait, pour les matériaux, qu'ils soient métalliques, polymères ou composites, mais également pour les process d'assemblage, comme on le disait, également pour tout ce qui va être le recyclage, parce que c'est bien de mettre en œuvre de nouveaux matériaux, mais il faut aussi penser à toute l'analyse de cycle de vie de ces matériaux et donc à leur recyclage. Qui peut évoquer le projet EOLab ? Alors EOLab était un projet dans lequel nous avons essayé de mettre l'ensemble des idées et des technologies dont on imaginait qu'un jour elles soient industrialisables. Vous parlez pour Renault, mais ça veut dire l'ensemble des constructeurs. C'était un projet collaboratif avec un certain nombre de partenaires extérieurs qui s'est terminé et qui a permis un gain de plus de 400 kilos sur un véhicule complet de mémoire, donc réparti entre la caisse, l'aménagement intérieur et puis la partie mécanique. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces éléments. Alors l'ensemble de ces éléments, un peu comme ça a été dit, n'est pas industrialisable aujourd'hui à l'instant T, soit pour des raisons de cadence ou pour des raisons industrielles d'un côté, pour des raisons économiques de l'autre, mais il n'empêche que petit à petit, on voit apparaître un certain nombre des briques qui ont été développées dans le cadre des EOLab, on les voit arriver sur les véhicules qui sont en train de sortir ou qui vont sortir demain matin. Tout le monde est fasciné par les matériaux qu'on arrive à utiliser. Alors, est-ce que c'est vrai, Monsieur Mattei, que par exemple, on peut utiliser des végétaux dans l'automobile ? Tout à fait, bien sûr. Pas seulement pour la couverture des sièges. Il y a effectivement une industrie qui est en train de se développer, en particulier en Normandie, dans laquelle il y a du lin, du chanvre, etc. Nous, on a déjà tressé du lin. On a déjà injecté aussi du lin, donc c'est vrai. Bon, le problème... Et excusez-moi, ça interviendra dans quel élément de l'automobile ? Ça peut être des garnitures de porte, par exemple. Ça peut être des garnitures de haillons. C'est pas des pièces qui sont mécaniquement, disons, parce qu'il y a une évolution entre une année et une autre sur ce genre de produit. Donc il y a des conditions, des caractéristiques mécaniques qui changent. Donc, mais par contre, pour des garnitures, pour un certain nombre de choses qu'on a dans les véhicules, oui, on pourra utiliser ça, bien entendu. Et le bois, est-ce qu'on peut encore mettre du bois en dehors de la ronce de noyer de la Rolls-Royce avec laquelle vous êtes venu ? C'est ça. Oui. Bon, oui, on peut effectivement mettre du bois, mais je pense qu'il y a des matériaux aujourd'hui qui ressemblent beaucoup au bois et qui peuvent être utilisés. Jacques Renard, qu'est-ce que vous allez nous sortir comme lapin du chapeau de l'école des mines ? Non, mais effectivement, les composites, l'origine des composites, c'est un petit peu le bois. Ce sont des matériaux avec un axe, comme la fibre, comme la croissance du bois. Et c'est vrai que l'idée première de ces matériaux, faut pas oublier que quand on parle des fibres de carbone, alors c'est vrai que pour l'automobile c'est un peu cher, pour l'aéronautique ça l'est moins, mais on est dans des rigidités de matériaux qui peuvent être 2 fois et demi celles de l'acier.
Donc évidemment que c'est très intéressant et que ça a un énorme potentiel. En plus, en termes d'optimisation, on n'est plus comme dans le passé où quand on voulait faire une pièce, on regardait sur une étagère, c'est un peu rapide, et finalement le matériau était là. Maintenant, on peut concevoir finalement son matériau en fonction du cahier des charges et en fonction de l'application. Évidemment, ça donne un éventail de lapins, comme vous dites, assez exceptionnel. Bon, alors ça veut aussi dire que la problématique du prix va s'imposer à l'automobile, aussi bien d'ailleurs pour la consommation que pour tout ce qui est pollution. Là, cette fois-ci, l'ennemi du poids, c'est le prix, finalement. Ça fait partie de l'équation. C'est l'équation très difficile à résoudre aujourd'hui. Et le paradigme automobile, entre la réduction des émissions de CO2, mais toujours à coût et à prix automobile. Il faut mettre de nouvelles solutions, des solutions techniques. On parle beaucoup d'électrification. L'électrification, ça coûte cher, les batteries surtout. Mais on parle moins d'allègement. Mais l'allègement, ça coûte cher aussi. L'aluminium coûte plus cher, comme on l'a souligné. Le composite coûte plus cher également, mais offre d'autres prestations et surtout permet de réduire. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le cercle virtueux. Un cercle virtueux, parce que si vous allégez, vous avez besoin de moins de batterie, donc ça pèse encore moins lourd. Vous avez besoin d'un freinage peut-être moins puissant, puisque votre véhicule est moins lourd. Donc c'est vraiment le cercle virtueux. Et les manutentions plus faciles. Il y a une équation. Lorsqu'on allège une fonction donnée, on a tendance à dire qu'on a à peu près 10% d'équivalent induit sur les fonctions connexes ou les fonctions liées. Donc on est effectivement dans un cercle vertueux. Est-ce qu'en France, Jean-Claude Leflour, on a produit des voitures exemplaires en matière de poids? La bonne vieille 2.2, paraît-il, pesait pas si lourd que ça. Elle n'avait pas tout à fait les mêmes prestations que les véhicules qu'on sort actuellement. Actuellement, les derniers modèles des constructeurs français sont au niveau du best-in-class en masse. On est ni terriblement mieux que l'ensemble du marché pour un type de modèle donné, ni plus mal. Par contre, en France, nos amis allemands ont également le même cas. Il y a une recherche concertée entre les grands groupes, les PME, les principaux équipementiers, les instituts de recherche qui est assez bonne, qui veut aller de l'avant et avec beaucoup de projets coopératifs qui sont lancés ou qui vont être lancés visant à l'allègement des véhicules. Mais il y a des modes, le SUV, c'est pas né pour être léger. C'est pas né pour être léger, ça doit avoir un aspect robuste, mais entre l'aspect et le design, il peut y avoir une place pour l'allègement. Et est-ce qu'il y aura du low cost d'un côté et du low weight, enfin du poids léger de l'autre ? On aimerait bien faire low cost plus low weight. Voilà. Et mon idée farfelue de faire des voitures à 3 roues, ça a existé. Ça fait déjà une roue en moins. Ça pourrait être une idée d'allègement. La tendance du marché va plutôt dans l'autre sens parce qu'on voit plutôt des tailles de roues qui ont tendance à grossir et pour des raisons de style. C'est premièrement pour des raisons de style. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour l'allègement des voitures. Merci à vous, Jacques Renard de l'École des Mines. Merci à vous, Jean-Pierre Mattei, le patron de DJP. Merci à vous, Jean-Claude Leflour de chez Renault et de spécialiste expert matériaux. Et merci à Marc Charlet de Moveo d'avoir participé à cette trop courte table ronde sur l'allègement des voitures, mais on en reparlera ici à Mobility TV.